Le marais de la rivière aux Cerises abrite plusieurs espèces animales et végétales, dont certains à statut particulier. C'est assez exceptionnel de penser qu'on a un milieu naturel comme celui-ci à quelques pas d'un milieu urbain assez dense. Nous vous invitons donc à découvrir cette biodiversité et quelques espèces vedettes du marais. Alors, je me trouve en ce moment sur le sentier des étangs, qui est le premier sentier que les gens voient en rentrant au marais, un sentier sur lequel on peut observer une panoplie d'aménagements fauniques. Mais je dirais que c'est principalement pour notre clientèle aviaire, donc les oiseaux. On a installé plusieurs nichoirs pour oiseaux sur le territoire du marais, à plusieurs endroits différents. Donc ici, sur le sentier des étangs, on a des nichoirs principalement pour les hirondelles, donc les hirondelles bicolores principalement, celles qui sont ventre blanc, dos bleu. Et on a aussi quelques nichoirs à canards arboricoles. Donc c'est quoi un canard arboricole? C'est un canard qui niche dans les arbres. Donc il y en a deux principaux au marais. Donc le canard branchu, qui est un des plus beaux canards, un des plus beaux oiseaux même au Québec, et on a le harle couronné. Donc c'est pas rare qu'on voit sur nos étangs ces deux petits canards-là, puis on a près des étangs des grands nichoirs dans les arbres qui sont là pour eux. Sinon, un peu plus loin, on a un nichoir pour une espèce spéciale, le martinet ramoneur, qu'on va aller voir, c'est la cheminée. Et on a aussi quelques aménagements pour nos amis ailés qui ne sont pas des oiseaux, les chauves-souris. Le marais de la rivière aux Cerises, ce qui le caractérise, en fait, c'est qu'il y a une très grande diversité d'écosystèmes. Donc, c'est une grande richesse du marais de la rivière aux Cerises parce qu'il est constitué de plusieurs types différents de milieux humides, dont la tourbière, marécage, le marais et, évidemment, la rivière aux Cerises. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on l'appelle le marais de la rivière aux Cerises, mais le milieu humide qui occupe la plus grande superficie sur le territoire est en fait une tourbière. Donc, si on prend par exemple la tourbière, bien, la tourbière, on va vraiment retrouver des plantes très caractéristiques des tourbières. Donc, tourbière, on peut penser à de la sphaigne, on peut penser à du rhododendron du Canada, du thé du Labrador. Donc, c'est vraiment des plantes typiques de ce type de milieu-là. Tandis qu'un marais, par exemple, c'est complètement différent. On ne retrouvera pas le même type d'espèces végétales. Un marais, ça va être plus une étendue d'eau stagnante, donc beaucoup plus de liquide, si je peux dire, visible, et va être caractérisé par d'autres types de plantes herbacées. Donc, un marais, on va penser au nénuphar, par exemple, on va penser à la quenouille. Ceci étant dit, cette grande diversité d'écosystèmes-là apporte une grande richesse au niveau des espèces. Je parlerai tout d'abord du castor du Canada. Pour nous, la présence du castor, c'est super intéressant au marais de la rivière aux Cerises parce que c'est une espèce qu'on dit ingénieur. Le castor a le pouvoir de créer, modifier ou maintenir les conditions d'un écosystème. Et ça, ce que ça fait en sorte, c'est que ça crée des conditions propices pour une grande multitude d'espèces qui vont dépendre de son milieu de vie. Donc, on peut penser aux canards, à des espèces de pics, des espèces d'hiboux, aussi toute la faune plus aquatique. Donc, nous, la présence du castor, on est content de l'avoir chez nous au marais de la rivière aux Cerises. Une autre espèce qui est digne de mention, en fait, c'est les hirondelles. Donc, au Québec, de mémoire, on retrouve 7 espèces d'hirondelles, puis au marais de la rivière aux Cerises, c'est pas moins de 5 espèces qu'on peut observer. Il y a une multitude d'aménagements fauniques qui ont été réalisés par l'équipe en place, dont des nichoirs à hirondelles qui sont présents un peu partout sur le territoire. Donc, ça facilite les observations que l'on peut faire des hirondelles. Et on a la chance d'accueillir les hirondelles rustiques, qui figurent en fait sur la liste des espèces en péril du Canada. Ici, on se trouve dans un endroit propice où on pourrait faire des inventaires fauniques et floristiques. Donc, pourquoi on fait des inventaires au marais? C'est pour mieux connaître notre milieu. On veut connaître les espèces qui s'y trouvent, qui y vivent, pour mieux le protéger. Des fois, on ne sait jamais, on peut trouver une espèce qui est en situation précaire et qui va nécessiter justement de l'encadrement ou de la réglementation supplémentaire. Donc, c'est super important, surtout avant de, par exemple, créer un nouveau sentier, de bien caractériser notre milieu pour mieux le connaître et mieux le protéger. Donc, au fil des années, on a fait affaire avec plusieurs biologistes, tant à l'interne qu'à l'externe, pour faire des inventaires fauniques et floristiques
Donc, on a une bonne connaissance de notre milieu naturel. On sait qu'on a plus de 400 espèces de plantes au marais. On sait qu'on a une dizaine d'espèces d'amphibiens et de reptiles, donc des grenouilles, des salamandres, des tortues, des couleuvres. On a une vingtaine d'espèces de mammifères, incluant des mammifères particuliers comme le condylure à nez étoilé, qui est une petite taupe avec 22 tentacules sur le nez qui vit sous la terre. On a des petites belettes, on a même de la loutre de rivière dans la rivière aux Cerises. On a une très belle diversité d'oiseaux, donc plus de 150 espèces recensées partout à travers le marais. Et ça, c'est sans compter, bien sûr, toute la diversité qu'on ne connaît pas. Hein? Les micro-organismes, les insectes, on ne les connaît pas toutes de nom, mais on sait qu'il y en a des milliers d'autres espèces inconnues dans le marais. Donc, avec ce programme-là, qui est inspiré de celui des parcs nationaux, on est capable de suivre l'état de santé de notre marais ici. On peut voir les indicateurs, est-ce qu'ils vont en s'améliorant ou en se détériorant, et ça nous permet d'intervenir sur certains points clés du marais pour rectifier les situations problématiques et s'assurer de le conserver à perpétuité. Au marais, on a plusieurs espèces de plantes carnivores, dont la Sarracenie pourpre et la Drosera à feuilles rondes. Et ce qui est fascinant avec les plantes carnivores, c'est qu'elles ont développé des stratégies pour s'adapter à des milieux hostiles comme la tourbière, donc des milieux qui sont pas très riches en nutriments, assez acides. Donc, si je prends l'exemple de la Drosera, ces feuilles vont sont comme gluantes et les insectes vont aller se poser sur ces dernières et ce que ça va faire en sorte, c'est que les insectes vont rester pris. La Drosera va fermer les rebords de sa feuille et via un procédé chimique, va sécréter comme des enzymes qui vont permettre de digérer l'insecte. Donc, c'est une méthode très passive de s'alimenter, mais quand même assez fascinant de voir que des plantes aussi petites qu'une Drosera a la possibilité de capturer des insectes. Donc, on en a plusieurs au marais de la rivière aux Cerises. On les retrouve dans la portion plus tourbière. Donc, ouvrez les yeux, c'est non seulement des plantes super intéressantes à observer, mais aussi très belles. Une autre espèce de vedette, je pense, que l'on doit mentionner, c'est la zizanie du marais, aussi appelée le riz sauvage. Dans le fond, c'est une plante qui est très intéressante, que l'on retrouve dans le milieu plus aquatique. Une plante qui est en fait consommée, la graine est consommée par différentes espèces de faune aquatique, mais c'est aussi une plante qui a été récoltée par les Premières Nations. Donc, quotidiennement, ça faisait partie de leur récolte, le riz sauvage. Donc, très intéressant de voir à quel point des espèces peuvent être en fait utilisées à la fois par l'homme et la faune. Alors, on se situe en ce moment sur le plateau du marais de la rivière aux Cerises. Dans le fond, géographiquement, c'est le point le plus élevé du marais. On a déjà même pensé au début faire le centre d'interprétation ici, puis faire une belle tour d'observation en verre et tout ça, mais c'était trop loin du chemin principal, donc le centre d'interprétation est où il est aujourd'hui. Ici, on a aménagé une petite aire de pique-nique et aussi la cheminée qu'il y a derrière moi. Donc, ce n'est pas une maison enfouie dans les vestiges du marais ou quoi que ce soit. C'est vraiment une cheminée qui a été construite pour un oiseau en particulier, le martinet ramoneur, qui porte bien son nom. Donc, le martinet ramoneur, c'est un oiseau de taille moyenne et c'est un insectivore aérien. Donc, vous allez souvent le voir le soir, là, au crépuscule, voler au-dessus des villes à la recherche de mouches et moustiques pour s'alimenter. Cet oiseau-là, il est presque incapable de se percher sur une surface plane ou sur les branches d'un arbre. Donc, lui, c'est un peu comme un pic-bois. Il se perche sur des surfaces verticales à l'aide de sa queue qu'on dit acuminée. Donc, les plumes de sa queue sont pointues. Fait qu'il la rentre dans la surface verticale et il peut un petit peu s'asseoir dessus comme un banc. Cet oiseau-là nichait anciennement dans les gros troncs d'arbres creux, les vieux chicots morts. Bon, c'est sûr qu'avec la colonisation du sud du Québec, les vieilles forêts avec des gros chicots ont été complètement décimées pour faire de l'agriculture, du développement urbain. Alors, cet oiseau-là s'est rapidement tourné vers une structure similaire, mais humaine, les cheminées. Donc, pendant la période d'industrialisation, il y avait beaucoup de cheminées. Toutes les maisons en avaient une. Les usines, il y avait des cheminées à perte de vue. Donc, le martinet nichait là-dedans. Il construit son petit nid en terre, en argile, dans la cheminée.
et ils y nichent. Par contre, de plus en plus, les cheminées se font rares. Donc, les maisons en ont de moins en moins, ou souvent, ça va être des cheminées qui vont être conçues spécialement pour éviter que la faune y pénètre, hein, les chauves-souris, par exemple. Donc, le martinet ramoneur est une espèce en déclin, en situation précaire, justement à cause de la perte de son habitat. Donc, les vieux arbres creux, les cheminées, il y en a de moins en moins. Alors, pour l'aider, on peut construire des aménagements fauniques comme celui-ci, des cheminées artificielles qui n'ont aucune fonction, mais qui permettent au martinet de nicher et d'élever ses petits puis de créer des futures générations. Et je ne peux pas passer sous le silence la présence du petit blongiot, qui est une espèce, un petit oiseau, en fait, qui est très, très, très discret. En fait, on le caractérise notamment par son comportement discret. On le voit rarement, mais on l'entend souvent. Donc, c'est une espèce qu'on a la chance ici d'avoir au marais de la Rivière-aux-Cerises. Il niche depuis plusieurs années. Et c'est une espèce, en fait, d'intérêt parce que avec l'activité humaine, les populations ont diminué. Et c'est un oiseau qui, en fait, affectionne les milieux humides pour nicher. Donc, sa présence au marais de la Rivière-aux-Cerises est super importante parce que ça nous indique, dans le fond, que le milieu est adéquat pour lui, mais aussi pour une multitude d'autres espèces. Et le petit blongiot est désigné vulnérable en vertu de la loi sur les espèces vulnérables et menacées du Québec. Au marais de la Rivière-aux-Cerises, on retrouve plusieurs espèces de salamandres. Les salamandres, pour ceux et celles qui ne le savent pas, sont dépourvues de poumons et de branchies. Donc, leur manière pour respirer, c'est à travers la peau, tout simplement. Donc, il y a des échanges d'air et d'eau à travers la peau. Donc, ce qui fait en sorte que c'est des espèces qui sont excessivement sensibles à toute modification de leur milieu de vie, que ce soit au niveau de l'humidité, de l'air ou de la température. Donc, au marais, on a plusieurs espèces, dont la salamandre sombre du Nord, qui est une espèce qui est susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Et on est très content d'avoir des espèces de salamandres parce que, justement, en raison de leur caractère très sensible aux conditions changeantes du milieu, ce sont d'excellents indicateurs de la qualité des habitats. Finalement, une autre espèce à statut particulier que j'aimerais vous présenter, c'est le méné d'herbe. Donc, le méné d'herbe, c'est un tout petit poisson de moins de 7 cm que l'on retrouve dans la Rivière-aux-Cerises. Donc, tout récemment, on a eu la chance de bénéficier d'une importante subvention qui nous a permis de faire des inventaires de la faune ichtyenne, donc les poissons. Et on a pu justement confirmer la présence de ce petit poisson à statut particulier. Donc, il est lui également désigné vulnérable au Québec. Je ne peux pas passer sous le silence une des espèces, je pense, vedettes du marais de la Rivière-aux-Cerises, qui est le grand héron. Donc, une espèce qui est largement connue et répandue, mais qu'on ne se tanne jamais de voir. Donc, ce grand échassier au long cou, à la forme, en fait, au corps filiforme, que l'on peut apercevoir tant en vol ou posé sur une roche ou de la végétation lorsqu'on est sur les passerelles de bois ou lorsque l'on sillonne la Rivière-aux-Cerises. Donc, le grand héron, c'est une des espèces d'hérons que l'on retrouve au marais de la Rivière-aux-Cerises, donc le héron vert notamment, mais ça demeure que le grand héron, c'est sans contredit une espèce chouchou, même emblématique du marais de la Rivière-aux-Cerises. Vous avez maintenant une meilleure idée des espèces au marais et de leur habitat. D'ailleurs, vous comprenez mieux aussi pourquoi on doit faire régulièrement des inventaires. Vous pourriez même être invité à collaborer pour faire un inventaire, comme c'est le cas au printemps, avec l'activité biologiste d'un jour, où on fait l'inventaire des grenouilles et des crapauds. Donc peut-être qu'on va se croiser là.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.